les amis, bonsoir à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Bonsoir Selma, bonsoir, j'arrive pas à lire vos pseudos, je suis désolée, ils sont compliqués. JL, je crois, Mali, JL, ouais, c'est ça, je me suis pas trompée. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Je suis heureuse de vous retrouver pour cette avant-dernière émission avant nos vacances. J'espère que vous avez bien profité de cette semaine, que vous avez fait tous vos achats pour Noël et que vous êtes en forme parce que ce soir, on va se parler un peu beaucoup politique. Et je suis très, très contente d'accueillir Nicolas de la chaîne YouTube que je vous encourage à aller voir et lui donner de la force et vous abonner, la chaîne Comprendre pour agir que j'ai eu le plaisir, l'honneur de rencontrer en vrai il y a de cela 3 semaines, 1 mois peut-être, je ne sais plus, qui va nous expliquer un petit peu tout son parcours et aussi quelles solutions il aurait pour que la France aille mieux. Bonsoir Nicolas, merci infiniment d'avoir répondu présent à mon invitation. Bonsoir Lise, merci beaucoup, merci de m'accueillir. Merci à toi. Merci beaucoup d'avoir répondu présent encore une fois et de m'avoir fait aussi découvrir ton univers, tout ce que tu as compris de ce système et de ce système politique au sens politicien aussi dans lequel nous sommes, dans lequel nous nous trouvons. Est-ce que tu voudrais bien te présenter un petit peu, présenter ton parcours, donc ce que tu as envie de dire au niveau personnel et aussi, surtout, ton implication politique justement et tout ce que tu as pu vivre depuis ces dernières années? Bien sûr, avec plaisir. Avec plaisir. Ben, écoute, on va commencer par l'état civil, hein, comme le veut la tradition. Nicolas, 58 ans, père de famille. J'ai travaillé alors, pendant 15 ans dans la banque. Pour commencer par le commencement, j'ai fait des études de droit. Ensuite, j'ai repris une entreprise familiale que j'ai dirigée pendant 15 ans. Donc, je suis industriel au début, une PME d'une cinquantaine de personnes. Ensuite, je suis rentré dans la banque d'affaires par des chemins détournés. Je suis rentré dans la banque d'affaires où j'ai fini associé d'une banque d'affaires dans la gestion privée et les fusions-acquisitions. J'ai fait un métier proche que celui que faisait M. Macron lorsqu'il était chez Rothschild. Et j'étais dans une banque concurrente dans la même rue, avenue de Messine à Paris. Donc, j'ai fait un métier proche de celui de ce brave monsieur que nous ne portons pas dans notre cœur. Et après ça, j'ai fait 15 ans donc, dans la banque privée. Et depuis quelque temps, je dirige une société dans le domaine de la représentation fiscale. Voilà, donc ça, c'est pour la partie état civil. La politique, ma foi, alors gaulliste depuis toujours. Quand j'étais enfant, j'ai vu mon père pleurer devant des images de Gaulle. Et je ne comprenais pas pourquoi. Et mon père m'a dit, il était incapable de m'expliquer, submergé par l'émotion. Il m'a dit, tu comprendras plus tard. Et figure-toi qu'il m'est arrivé, il y a une dizaine d'années, moi aussi, d'être submergé par l'émotion devant des images INA sur YouTube de Gaulle. Et pareil, mon fils était en face de moi, il m'a regardé pleurer. Il m'a demandé pourquoi, et je lui ai répondu la même chose. Je lui ai dit, tu comprendras plus tard. J'étais incapable de lui expliquer tellement l'émotion était grande et tellement ce qu'évoque cet homme chez moi était envahissant, au sens positif du terme. Comment dirais-je, j'ai un passé de politique dans lequel j'étais, comme beaucoup de gens, européiste à une époque de ma vie, où je buvais comme du petit lait le discours officiel qui disait que, ma foi, l'union fait la force et que l'Union européenne est là pour faire pièce aux États-Unis, etc., etc. Puis petit à petit, j'ai dépassé ce discours-là. Je me suis rendu compte des incohérences. J'ai découvert le très intéressant François Asselineau en 2012 ou 2014, quelque chose comme ça, en 2014 sur Internet, parce que je regardais des conférences sur l'histoire et puis YouTube m'a suggéré Asselineau. J'ai trouvé très intéressant. Ce monsieur a appris aux Français un grand nombre de choses, leur a aidé à comprendre beaucoup de choses sur l'escroquerie européenne. Je suis rentré dans le parti d'Asselineau, je suis rentré dans son parti, je suis rentré au bureau politique, on a fait connaissance, il m'a invité à rejoindre le bureau politique du parti, et en 2020, il m'a invité à me présenter pour la beauté du geste, hein, sans aucun espoir de remporter quoi que ce soit. Il m'a invité à me présenter sous la bannière UPR dans le 06 pour une municipalité dans la ville où je me trouve, qui est à Cannes, pour tout dire. Et donc, j'ai fait le score soviétique de 2%.
qui était néanmoins supérieur au score qu'a fait Asselineau au moment des présidentielles, qui était 0,92, qu'il a fait en présidentielle de 2017. Donc j'ai fait le score. Évidemment, je n'avais aucun espoir de gagner. C'est une évidence. L'UPR est tellement blacklisté par les médias que c'était sans espoir. Et puis, ma réflexion ne s'arrêtant pas à l'UPR, je me suis rendu compte qu'en réalité, tous ces partis-là, qu'il s'agisse de l'UPR, qu'il s'agisse des Patriotes, de Philippot, qui était un copier-coller assez honteux de l'UPR, je me suis rendu compte qu'en réalité, ils ne proposaient rien d'autre qu'un retour au ce qu'on nomme en droit le statu quo ante, c'était la situation d'avant. Ils proposent un retour intellectuel, institutionnel, culturel, à la situation des années, ma foi, 60, 70, avant, à l'époque du traité de Rome, avant les grands actes d'intégration européenne. Et en y réfléchissant, je me suis rendu compte, en essayant de comprendre les causes de ce qui nous a menés là où nous sommes aujourd'hui, je me suis rendu compte que les ferments de la situation actuelle étaient déjà bien présents dans les années 60-70. Que donc, si on voulait ne pas réitérer les mêmes erreurs et ne pas se remettre dans la même situation à travers peut-être d'autres symptômes, eh bien, il fallait non pas faire juste un retour en arrière conceptuel, institutionnel, mais au contraire repenser la société de A à Z. De A à Z. Et voilà, c'est ce qui m'a mené il y a quelques mois à lancer modestement ma petite chaîne YouTube où j'ai quelques 8 modestes vidéos par manque de temps aujourd'hui. Mais ce n'est pas les idées qui manquent. Et voilà un peu le sujet. Donc, j'ai quitté l'UPR il y a déjà fort longtemps pour cette raison-là. Et je produis un raisonnement, que je propose petit à petit, step by step, comme on dit, à mes auditeurs. Merci beaucoup. Et au niveau de l'histoire, du coup, qu'est-ce qui a pu, peut-être une lecture ou qu'est-ce qui t'a éveillé finalement à la compréhension de ce qu'on vit aujourd'hui, la résultante parce que lors de ta conférence à laquelle j'ai assisté, tu parlais évidemment la fin des corporations en 1791. Et ça, pour moi aussi, c'est un élément essentiel, en tout cas pour le tissu social. Et qu'est-ce qui t'a fait prendre conscience de ça? Est-ce qu'il y a eu un auteur? Est-ce qu'il y a eu, finalement, parce que c'est pas l'histoire qu'on nous raconte, dans les écoles, hein. L'éducation nationale Oui, ne nous oui. indique pas du tout ça, au contraire. En fait, je cherche à comprendre. Donc, je lis. Il n'y a pas une lecture en particulier. Il y a tout un faisceau de choses. Il y a plein de lectures. Je ne peux pas te les citer. Il y en a une quantité. J'essaie de lire pas mal. J'essaie de comprendre. Je vais chercher derrière les fagots, comme on dit. Et puisque tu fais référence à la question de la participation, cet enjeu-là, je ne l'ai découvert qu'en creusant par moi-même, en cherchant différentes choses et en m'intéressant de près au général de Gaulle, en lisant notamment le livre de Perfit qui s'intitule C'était de Gaulle en 3 tomes, qui est un livre colossal qui est fait des entretiens que Perfit avait une fois par semaine avec de Gaulle pendant les 10 ans de son mandat. Et donc, j'ai compris énormément de choses en lisant ce bouquin. J'y ai compris les intentions de Gaulle sur le référendum d'avril 69. Et puis aussi en cherchant des informations dans des livres d'histoire, en cherchant tout simplement. Il n'y a pas un livre, si tu veux. Et du coup, parce que tu as fait plusieurs vidéos, encore une fois, j'ai mis le lien, hein, vers ta chaîne YouTube Comprendre pour agir. Allez-y les amis, allez découvrir. Il y a plein de choses que tu as compris et que tu dénonces. Et quel a été le déclencheur finalement de ce dans quoi nous sommes aujourd'hui actuellement, selon toi? Le ou les déclencheurs, hein. Alors, ça va te donner je risque de dire des choses qui vont en faire soupirer soupirer quelques-uns ou désespérer d'autres. Pour comprendre vraiment les choses, il faut revenir très loin en arrière. Il faut revenir à la Renaissance. Il faut venir à la Renaissance parce que c'est là que tout a commencé. En fait, tu sais, on est dans un système où on nous bassine du matin au soir que la Révolution, c'est merveilleux et que tout ce qui s'est passé avant, qu'avant le Moyen-Âge ou les rois, c'était des gueux, c'était des descendants, c'était des barbares, c'était ceci, c'était cela. Voilà. Et quand on regarde les cathédrales, on se dit, il y a quelque chose qui ne va pas dans ce récit. Quelque chose qui ne va pas parce que les cathédrales sont d'une beauté, d'un raffinement, d'une richesse.
On dit c'est pas possible, ça peut pas être des sans-dents, des gueux, des brutes sans foi ni loi qui ont construit ça, c'est juste pas possible. Et quand on y réfléchit un peu plus loin, on peut se dire aussi, ben, ma foi, le Moyen-Âge tel qu'on nous le décrit, c'était peut-être pas ça. Mais alors, et alors là, je me suis mis à chercher, ce qui a motivé la rédaction de nos livres d'histoire. Je me suis rendu compte que le 19e siècle était un siècle dans lequel la France était en bascule, en hésitation, entre deux choses. Le retour à la royauté ou l'ancrage définitif ou durable dans la République. Et ce 19e siècle est vraiment un siècle de bascule, tant et si bien qu'on a eu, entre 1815 et 1848, deux restaurations successives, deux restaurations de régime royal, régime de la royauté successives. Et donc, dès lors qu'en 1848, la République a été réétablie, il s'est agi à ce moment-là, pour les républicains, de décider qu'une fois pour toutes, on allait noircir tout ce qui se passait avant la Révolution. Donc, il y a quelqu'un qu'on connaît bien, qui était surtout notable de tête blonde, qui s'appelle Jules Michelet. Jules Michelet, ça te fait sourire, toi aussi tu t'es farci du Jules Michelet comme nous tous. Donc Jules Michelet a été mandaté, il a vécu jusqu'en 1872, je crois qu'il est né en 1794. Jules Michelet a été mandaté par la République pour écrire le roman républicain. Et dans ce mandat, il y avait effectivement l'idée de vendre l'idée de la République. Et pour ça, il fallait noircir tout ce qu'il y avait avant. Et c'est pour ça qu'en réalité, tout ce qu'on va dire là maintenant est difficile à accepter, difficile à comprendre, parce que tout milite dans le sens contraire. Si maintenant je commence à expliquer que, ma foi, le Moyen-Âge était un âge de lumière et que l'âge sombre, c'est aujourd'hui, il y a des gens qui vont lever les yeux au plafond ou qui vont soupirer ou quitter l'émission. Mais pourtant, c'est la réalité. Tu vois ? Pourtant, c'est la réalité. Donc, il y a eu une bascule considérable au moment de la Renaissance. Est-ce que je peux prendre le temps d'expliquer pourquoi ? Ah bah oui, complètement, bien sûr. Voilà, on va y aller. Alors, de quelle nature est cette bascule ? La société du Moyen-Âge est une société qu'aujourd'hui, on a énormément de mal à comprendre. D'ailleurs, il faudra que je t'indique, et tu le mettras peut-être en lien, un livre que j'ai lu il y a 1 an ou 2, qui est un collectif de 17 historiens qui ont écrit chacun un chapitre dans un livre de 17 chapitres pour battre en brèche justement les préjugés liés au Moyen-Âge. Et on se rend compte à l'aune de ce bouquin que tout ce qu'on nous raconte sur le Moyen-Âge, c'est du grand n'importe quoi. Donc, cette bascule-là de la Renaissance, de quoi est-ce qu'il s'agit ? Au Moyen-Âge, la société tout entière était théotrope. Quand je dis théotrope, c'est dans le même sens que lorsqu'on dit que le tournesol, la fleur, est héliotrope. Tu sais que le tournesol se tourne vers le soleil, quelle que soit son orientation. Donc, eh bien, la société était tout entière théotrope, c'est-à-dire que la société tout entière était tournée vers le souci, vers la quête de Dieu. Qu'il s'agisse de l'art, qu'il s'agisse du travail, qu'il s'agisse des relations entre les individus, qu'il s'agisse du commerce, qu'il s'agisse de la politique, qu'il s'agisse de l'organisation de la société, il y avait une ligne de mire pour tout le monde, c'était la fin de la vie et la grande déchéance de l'au-delà. Et tout était décidé en fonction de cela. C'est-à-dire que les êtres vivaient, c'est pour ça que c'est une société difficile à comprendre pour nous, parce aujourd'hui, on en est rendu très loin, très très loin. Les êtres tout entiers étaient tournés vers cette quête et considéraient la vie, je vais prendre une image, considère la vie comme une prépa. Tu sais, comme tu fais une prépa pour rentrer à HEC, tu as 2 ans où tu en baves comme un dingue parce qu'il faut bosser comme un fou, et au terme, il y a l'examen. Tu passes ou tu passes pas. Eh bien, les gens considéraient un peu la vie comme ça. Considéraient que, ma foi, il fallait prendre sur soi et il fallait faire le nécessaire pour que l'examen, en quoi consiste la mort, qui est considérée comme un examen de passage, eh bien, ma foi, soit réussi, pour que la vie dans l'au-delà se fasse dans les meilleures conditions possibles. D'accord ? Donc, la société tout entière était théotrope. Donc, elle était animée uniquement du souci de Dieu. On trouve ça dans l'art, on trouve ça dans les bâtiments, on trouve ça dans la littérature, on trouve ça même dans les relations amoureuses. Dans les relations amoureuses, l'amour galant, c'est imprégné de ce souci-là quand on rentre dans le détail. Donc,
Et la grande bascule de la Renaissance, c'est quoi? Il faut considérer que chaque civilisation, les civilisations suivent des cycles, et des cycles descendants. Et je vais me référer à un écrivain qui est quelqu'un de tout à fait exceptionnel, qui s'appelle René Guénon, qui a écrit 17 livres, et dont un des plus connus s'intitule La crise du monde moderne. Et Guénon explique que toutes les religions, absolument toutes, qu'il s'agisse du judaïsme, du christianisme, de l'islam, du taoïsme, du bouddhisme, peu importe, toutes les religions nous expliquent que l'humanité suit des cycles descendants. Et pourquoi est-ce qu'on parle de cycles descendants? Eh bien, parce que par descente, on veut figurer par là le fait que les hommes, petit à petit, au fur et à mesure que le temps passe, s'éloignent de la compréhension de ce qu'est une religion. Plus le temps passe, plus les hommes s'éloignent de la compréhension de ce que c'est qu'une religion, et plus le temps passe, plus la foi faiblit. D'accord? Il se trouve qu'à la Renaissance, on a une conjonction de plusieurs phénomènes. D'une part, on avait la foi, qui était très présente au Moyen-Âge, qui commençait déjà à s'affaiblir significativement. Donc, on avait une émergence de gens qui commençaient à nous dire, c'est ce qu'on a nommé les philosophes modernes, par opposition aux philosophes comme Platon, les philosophes antiques, qui eux étaient éminemment croyants et qui ne parlaient que de Dieu dans toute leur œuvre. On a eu les philosophes modernes, qui étaient en réalité les produits de l'humanisme porté par la Renaissance, qui finalement commençaient à dire, autant que faire se peut à l'époque, ben, ma foi, la religion, très bien, mais il y a aussi la raison, il y a aussi ceci, il y a aussi cela. Et ce phénomène est arrivé en même temps qu'un autre phénomène qui est la découverte d'un certain nombre de progrès techniques ou de découvertes scientifiques. La rotondité de la Terre, les étoiles, ceci, cela, la gravité, toutes ces choses. Et quand la foi chez les hommes faiblit, et qu'en même temps elle est ébranlée par des découvertes scientifiques, ça donne un mélange qui a donné la Renaissance. Pourtant, normalement, la coexistence de la science avec la foi ne devrait pas poser de problème. Ce ne sont pas deux choses qui ne se mélangent pas. C'est pas comme l'eau et l'huile. La foi en Dieu et la science ne sont pas du tout deux choses contradictoires. Au contraire, l'un confirme l'autre et l'autre confirme le premier. Ce n'est pas un problème. Mais néanmoins, lorsque la foi faiblit, les gens sont ébranlés dans leur foi, et bien ma foi, ils considèrent la science ou la technologie comme étant quelque chose qui vient heurter de front la croyance en Dieu. Donc, beaucoup de gens se sont trouvés à l'époque dans une situation où ils s'étaient presque en dichotomie à se dire, mais qu'est-ce que je fais? Je vais croire en la science, en progrès, à la technique, ou croire en Dieu? Donc ça, c'est quelque chose qui est arrivé au moment de la Renaissance. D'accord? Et c'est un véritable basculement. Et c'est arrivé en même temps que le courant humaniste, qui lui, in fine, qu'est-ce que c'est l'humanisme? C'est l'idée de se dire, au lieu de passer sa vie avec le regard tourné vers le ciel ou sur la ligne bleue de l'horizon, eh bien, on se regarde le nombril. C'est-à-dire, on se préoccupe de l'humain, on se préoccupe de nous-mêmes, de notre condition ici, de nos droits, de ceci, de cela, plutôt que de se préoccuper de la grande échéance. Je ne dis pas que c'est mal, je dis juste que l'un ne doit pas exclure l'autre. Sauf qu'à l'époque, tout cela était pris, ces deux propositions étaient prises comme exclusives l'une de l'autre. Donc c'est en cela qu'il y a eu une grande bascule au Moyen-Âge, parce que la foi faiblissant, les hommes ont commencé à se croire eux-mêmes comme autosuffisants et comme ayant la capacité à répondre par la raison à toutes les questions de l'existence. Et c'est ce qui a donné cette autre grande bascule qui était bien plus tard, en 1794, un décret de mai 1794 sur le culte de l'être suprême qui, lui, a débouché sur le culte de la raison. Tu sais que donc, les philosophes des Lumières, qui étaient donc porteurs d'une idéologie anti-religieuse, puisqu'ils disaient, ma foi, que c'était quoi le discours des Lumières? Ils disaient qu'en réalité,
les religions n'étaient que superstition. C'est d'ailleurs le terme officiel qui était employé. Hein. Au moment de la religion, au moment de la Révolution, la religion était traitée de superstition. Donc, on opposait la religion, que l'on traitait de superstition, à la raison de l'homme autosuffisant qui avait capacité à répondre à tout par lui-même. Et donc, il y a eu cet énorme mouvement d'une sauvagerie incroyable, de déchristianisation de la France à partir de 1794. Et ce grand mouvement de déchristianisation a donné lieu à des comment dirais-je, à des massacres. Alors, le plus connu, c'est le massacre vendéen. Il y en a d'autres. Moi, je suis passé il y a quelque temps à Nîmes. S'il y a des auditeurs qui habitent près de Nîmes, il y a une église à Nîmes qui est à mi-chemin entre la gare et le palais de justice. Une église dans laquelle je suis rentré, il y a une stèle en mémoire de, je crois, 30 ou 35 prêtres qui, en 1793, ont été empalés vifs sur des pieux en bois par les révolutionnaires. Donc, il y a eu un mouvement d'une violence et d'une sauvagerie inouïe. Et ce n'est pas qu'à Nîmes, hein, c'est dans toute la France. Il y a un mouvement de déchristianisation d'une sauvagerie inouïe à l'époque. C'est comme si on avait libéré des fauves. D'accord ? Or, à ce moment-là, les révolutionnaires se sont dit, comme la France avait quand même un substrat encore très chrétien, très croyant, surtout dans les campagnes, très chrétien, très croyant, les révolutionnaires avaient peur que, comment dirais-je, ils avaient peur que le peuple se retourne contre eux et que cette déchristianisation génère un renversement des révolutionnaires. Et c'est pour ça, j'ai pris une note que je vais te lire. Il y a un décret, c'est très intéressant, un décret en 1794, le 7 mai 1794, qui remplace la religion chrétienne par le culte de l'être suprême. Alors, en fait, c'est destiné à quoi ? C'est juste destiné déjà à vider la religion de sa substance, mais à donner quand même aux gens quelque chose, un os à ronger, qui ressemble à la religion, mais qui ne l'est plus. Je te lis parce que c'est très intéressant. Donc, ce décret du 7 mai 1794 nous dit « Le culte de l'être suprême est un ensemble de fêtes destinées à la demande du peuple, à lui faire prendre conscience qu'il est souverain dans son pays. » C'est ça la définition de la nouvelle religion instaurée par la Révolution en 1794. Tu noteras que Dieu est totalement absent de cette définition, hein, totalement absent. On parle de quoi ? On parle d'un ensemble de fêtes destinées à la demande du peuple, à lui faire prendre conscience qu'il est souverain dans son pays. La belle affaire. Et on va célébrer ça, on va faire célébrer ça aux gens dans les églises. Mais ça, c'était qu'une étape intermédiaire. Il faut bien comprendre que ce culte-là a été juste instauré pour apaiser les tensions liées à la déchristianisation du pays. Mais c'était juste une étape avant l'étape finale, qui était non plus le culte de l'être suprême, qui a été remplacé en 1798 ou 99, quelque chose comme ça, par le culte de la raison. Donc on voit qu'il y a une bascule d'une brutalité incroyable. On a effacé 1000 ans d'histoire chrétienne de la France en quelques années. Une bascule d'une histoire incroyable, puisqu'on est passé du culte de Dieu encore vers 1795, 96, 97, au culte de la raison en 1799 ou 1800. Le culte de la raison, c'est-à-dire, il faut bien se rendre compte, le culte de la raison, c'est rendre un culte à soi-même, quoi. Rendre un culte à sa faculté de penser. Ça veut dire se prosterner devant notre faculté de penser et considérer que celle-ci est la valeur suprême de chaque chose. Ça veut dire un homme, un être humain, totalement autocentré, qui, au lieu de regarder vers le ciel, se regarde le nombril et se considère, lui, comme l'alpha et l'oméga de chaque chose. C'est ça ce que signifie le culte de la raison. Est-ce que tu mesures le fossé qu'il y a en quelques années? Ah oui, oui, complètement. Et selon toi, c'était à quel dessein que c'était fait ça? Alors, Pourquoi il fallait passer par ça? c'est très intéressant parce que l'objectif, évidemment, j'ai presque envie de dire, c'est pour nous couper les ailes. Parce que, si tu veux, l'être humain, alors, tout le monde peut croire ou ne pas croire, il y a de la place pour tout le monde, évidemment, mais à un moment, il faut se dire qu'une religion,
quelle qu'elle soit, quelle qu'elle soit. Une religion qui n'a pas été traficotée par l'homme, grande précision, qui n'a pas été traficotée par l'homme. Une religion a pour seul objectif de donner à l'homme la possibilité de s'élever vers la connaissance du sens le plus élevé de cette vie. C'est ça le but d'une religion. Il n'y a pas à tricoter sur autre chose. C'est nous donner la capacité à nous élever vers la compréhension du grand pourquoi. Qu'est-ce qu'on fait là? À quoi sert cette vie? La grande question du pourquoi, du mystère de l'existence. Si l'on vide la religion de sa substance en remplaçant le culte de Dieu par le culte de la raison, mais est-ce que la raison nous permet de nous élever vers la compréhension du grand mystère de la vie? Sûrement pas. S'il suffisait de penser pour atteindre au mystère de la vie, ça se saurait. Depuis des millénaires, on le saurait. Si on pouvait résoudre la grande question du pourquoi, du comment de l'existence, par une équation ou par un bouquin de 300 pages de philo, on l'aurait trouvé. Donc, il est bien clair que la réponse à ce grand mystère ne s'obtient pas par la raison. Et donc, ce faisant, en nous coupant l'accès à Dieu, en vidant la religion de sa substance, en changeant les rituels, en enlevant bref, tous les credos de la foi, on nous a coupé les ailes pour nous faire vivre dans un monde in fine. Et c'est là que c'est extrêmement intéressant. On va relier ça, ça va te faire plaisir, on va relier ça au décret d'Allard et à la loi Le Chapelier. On va relier ça à la participation. Tu vas voir comment on y arrive, parce que le lien, il est limpide. Il est limpide. Lorsqu'on assigne l'homme à une vie sans espoir au-delà de la mort, on l'assigne à une vie dans laquelle il n'a rien d'autre à faire que jouir d'ici-bas et accumuler. On est bien d'accord. Jouir ici-bas et accumuler les biens, les conquêtes, les richesses, la gloriole, bref, toutes ces choses qui alimentent ce qu'on nomme l'ego. D'accord ? Lorsqu'on l'assigne à cela, eh bien, on le met dans une disposition, de ce fait, consumériste, une disposition d'accumulation, puisqu'on lui interdit de voir au-delà. On le met dans une disposition d'accumulation. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, ça signifie qu'on prépare la porte, on prépare le terrain, pardon, on prépare le terrain pour l'idéologie libérale et le credo libéral. Qu'est-ce que c'est le credo libéral? Le credo libéral, c'est le personal achievement, comme disent les anglo-saxons. C'est l'accomplissement individuel. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce terme, accomplissement individuel? Ça cache des choses extrêmement prosaïques, extrêmement basiques, extrêmement basses même. Ça renvoie juste à une chose, c'est ce que je disais à l'instant, l'accumulation de biens, de pouvoir, de richesses, de conquêtes, la dernière maison, la dernière bagnole, la dernière montre à la mode, les dernières baskets flambant neuves, etc., etc. Donc ça veut dire qu'on rend l'homme, on le met dans un bocal, on le transforme en une mouche dans un bocal, au lieu d'ouvrir le bocal et lui permettre de s'envoler. Et donc, par rapport à cela, il faut que tout ça soit accompagné. Et tout ça est accompagné sur un plan législatif également. Et c'est là qu'on arrive au décret d'Allard et à la loi Le Chapelier. Le lien est très simple à comprendre. Nos derniers rois de France, quand bien même ils étaient rois, ils n'en étaient pas moins indignes de leur fonction. Ils étaient devenus faibles. Puisqu'au même titre que la foi s'est affaiblie dans les derniers siècles avant la Révolution, eh bien, au même titre, nos rois ont perdu en dignité et en capacité à être ce qu'ils devaient être. Il s'avère que dans les derniers siècles de la royauté, sous Louis XV, Louis XVI, même déjà sous Louis XIV, les rois ont été très influencés par l'idéologie libérale en provenance du monde anglo-saxon. L'idéologie libérale en provenance du monde anglo-saxon s'est manifestée pour la première fois en France, sous Louis XV, je crois, lors d'un événement, lors de plusieurs événements, pardon, qui étaient des manifestations d'une grande violence
liée à l'envolée du prix du grain. Tu sais qu'à l'époque, en France, l'aliment de base, c'était le pain, qui n'avait rien à voir avec le pain qu'on mange aujourd'hui, qui était véritablement un aliment complet, qui était au cœur des repas. Et donc, pour que le pain soit abordable pour tout le monde, il fallait que le prix du grain fût maîtrisé. À l'époque, on n'était pas dans une économie libérale. On était dans une économie qui était dictée par la notion du juste prix. Le juste prix, c'est quoi? C'est la situation dans laquelle ni l'acheteur ni le vendeur ne sont aucun des deux excessivement satisfaits. Ou inversement, dans laquelle chacun des deux sont raisonnablement insatisfaits. Ça veut dire qu'il y a équilibre du prix. Ça veut dire, lorsque les deux sont légèrement insatisfaits, ça veut dire qu'il y a équilibre du prix. D'accord? Et C'est il ce y qu'on nomme la avait théorie. priorité, pardon de te couper, il y avait priorité effectivement au peuple français de se servir avant, et là tu vas parler du libéralisme après, mais grâce à Marion Sigaud que je vous encourage aussi à aller voir, vous apprendrez Exactement. beaucoup de choses, sur tout ça, notamment, la politique du grain. Elle en a fait, beaucoup, elle a fait beaucoup d'émissions là-dessus et effectivement, c'est là aussi que s'effectue la bascule, ouais. Exactement. Alors, je ne vais pas faire de la redite de ce qu'a fait Marion Sigaud parce que dans ses vidéos, elle rentre beaucoup plus dans le détail que ce que je vais faire ce soir parce qu'on a une vidéo dans laquelle nous on fait un survol global d'abord. En résumé, si tu veux, pour que le prix du grain demeure dans des fourchettes acceptables pour la population, le commerce du grain était réservé à l'époque à certaines personnes. Il y avait des corporations. D'ailleurs, tous les métiers étaient réservés aux personnes qui faisaient partie de la corporation de ce métier. Une corporation régissait, réglementait l'accès à la profession, son exercice, les prix que l'on délivre, la qualité que l'on délivre. En fait, c'était un microcosme qui décidait de tout pour sa profession et qui permettait en même temps à la profession d'être protégée vis-à-vis des attaques extérieures, de la prédation extérieure. D'accord? Et c'est très important dans ce que je vais dire. Parce que le libéralisme, c'est justement la déréglementation. C'est enlever toutes ces barrières de protection. Et on va le voir maintenant avec le premier exemple. Effectivement, Marion Sigaud raconte très très bien que je crois que c'était sous Louis XV, il y avait effectivement une police du grain qui vérifiait que le grain était vendu, un, par les personnes autorisées, deux, dans les prix convenus, dans les prix autorisés. Sauf que les caisses de l'État étaient vides à l'époque et Louis XV a été convaincu, Louis XV qui était un roi faible, a été convaincu par quelques, je crois que c'était par Turgot, j'en suis pas sûr, mais je crois que c'était par Turgot, bref, C'est par ça, oui. quelques, c'est ça, hein, par Ouais. quelques économistes d'obédience libérale anglo-saxonne, que ma foi, de libérer le commerce du grain permettrait de remplir les caisses de l'État. Et n'y voyant que son intérêt, il l'a fait. Sauf que, donc il a mis un terme à la police du grain, et il a permis à tout un chacun d'acheter du grain en quantité et de le vendre à qui il voulait. Sauf qu'avant, lorsqu'il y avait la police du grain et lorsqu'il y avait ces corporations, il y avait interdiction d'acheter dans des quantités excessives. C'est précisément cet accaparement qui est à l'origine de la spéculation. C'est quoi la spéculation? La spéculation, c'est le fait d'acheter en quantité une chose pour attendre qu'elle devienne rare, et lorsqu'elle est rare et que le prix augmente par l'effet du marché, la vendre à prix d'or à ce moment-là. Donc la spéculation, la vraie spéculation qui est celle-ci, même ça porte un autre nom, c'est la... Ah zut, le terme m'échappe. Il y a un autre nom que spéculation. Non, peu importe, ça me reviendra. Donc cette forme de spéculation-là était rendue impossible par les corporations et par la politique du grain. Lorsque Louis XV a libéralisé la politique du grain, la vente du grain, il s'est trouvé à ce moment-là qu'il y avait des riches marchands qui avaient un tout autre métier, mais qui étaient spéculateurs, qui ont eu la capacité à ce moment-là d'acheter des quantités phénoménales de grains, de les accaparer, de les mettre en grange, c'est-à-dire de les conserver de manière durable, et d'attendre que les prix grimpent, et que la population soit affamée et qu'elle soit prête à payer n'importe quel prix, d'une part. D'autre part, il se trouve qu'à ce moment-là, en Allemagne, ou le pays qui était l'Allemagne à l'époque, ne portait pas encore ce nom, dans ce qu'est l'Allemagne aujourd'hui, il y avait une crise effectivement alimentaire
Et ils étaient prêts aussi, les Allemands, à payer des quantités de grains, un prix de grains absolument colossal. Donc ces marchands-là, au lieu de prioriser la France, ils ont vu leur seul intérêt, qui était de vendre à prix d'or le grain en Allemagne. D'accord ? Donc on s'est trouvé dans une situation où le prix du grain avait explosé et où non seulement il n'y en avait plus parce qu'une grande quantité avait été exportée en Allemagne, mais en plus le peu qui était disponible était vendu à prix d'or et la population ne pouvait pas se le permettre. Donc il y a eu les premières famines en France à cause du libéralisme. Et donc la population s'en est pris au roi parce que le roi était faible et qu'il avait été influencé par les Turgot et autres libéraux anglo-saxons. Donc tout ça pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure. Quel est le lien avec ce qu'on disait tout à l'heure? Lorsqu'on revient sur ce qu'on disait, c'est-à-dire que lorsqu'on fait de l'homme un être limité à sa vie terrestre, qu'on lui coupe les ailes et qu'on le transforme en consumériste, eh bien, il faut que les lois aillent avec. Il faut qu'on donne à l'homme le goût de n'être qu'un consumériste et de ne prendre son plaisir dans la vie qu'à accumuler, qu'être dans la course à l'échalote. Tu sais, ça me fait penser à celui qui boit de l'eau salée en étant persuadé que ça va étancher sa soif. Ben, c'est du même niveau d'absurdité. Je pense que même les gens qui nous écoutent doivent s'en rendre compte dans leur expérience personnelle. À un moment, on désire très fortement, je ne sais pas, un vêtement, une montre, une maison, une voiture, peu importe. Et on le désire avec tellement d'ardeur, et puis on est persuadé que notre bonheur se trouve là-dedans. On est persuadé qu'on sera fondamentalement heureux lorsqu'on aura cette montre, ce vêtement, cette voiture. Et une fois qu'on l'a, bah ouais, il y a une période de kiff, comme on dit, comme disent les gamins, une période de kiff qui dure quelques semaines ou quelques mois, puis après, la soif, renaît sur un autre désir, et ainsi de suite. Et c'est toute la grande course à l'échalote de l'existence, cette sorte d'absurdité dans laquelle on nous a mis de force en nous coupant les ailes. Et donc, ce libéralisme-là, qui est arrivé donc avec cette influence anglo-saxonne, a trouvé également sa matérialisation. Il a trouvé sa matérialisation avec le décret d'Allard et la loi Le Chapelier. Puisque le décret d'Allard et la loi Le Chapelier, en 1791, ce sont deux lois qui, concomitamment, l'une a interdit, a mis fin aux corporations qui protégeaient chaque métier et qui en assuraient un exercice équilibré avec des prix équilibrés pour la population, d'accord, et une rémunération au juste prix pour l'artisan. D'une part, elle a mis fin aux corporations et d'autre part, elle a interdit aux salariés, aux ouvriers, de se regrouper ensemble sous quelque forme que ce soit. Alors à ce moment-là, ça n'a pas eu beaucoup d'impact parce que les choses ont continué comme elles étaient plus ou moins. Et c'est vers les années 1820 que tout cela a eu un impact énorme. Qu'est-ce qui s'est passé vers les années 1820 ? On avait découvert quelque temps avant la vapeur et vers les années 1820-1830, on a commencé à vouloir construire des chemins de fer. On a commencé à vouloir construire des chemins de fer. Pour ça, il fallait des usines qui fabriquaient de l'acier en grande quantité, de l'acier pour fabriquer les rails, pour fabriquer les wagons, pour fabriquer les locomotives. Et tout cela, ça nécessitait des capitaux extrêmement importants. Alors que sous l'Ancien Régime, ma foi, pour faire tourner une industrie, quelle qu'elle soit, il n'y avait pas besoin de capitaux énormes. Et puis, les quelques industries qui avaient besoin de capitaux importants, ma foi, c'était dans le domaine des navires de guerre, où on sait qu'à La Rochelle, comment s'appelait-il ? Richelieu, pardon. À La Rochelle avait fait établir une flotte par des ateliers appartenant à l'État, avait fait établir une flotte de guerre française. On connaît aussi l'histoire de Saint-Gobain, où la France a voulu transformer en succès industriel les glaces de la galerie des glaces de Versailles. Bref, donc il y avait quelques industries, mais elles appartenaient à l'État. Mais toutes les industries privées ne nécessitaient pas, pour être bâtisseur, pour être maçon, pour être tapissier, pour être ferronnier, il n'y avait pas besoin de capitaux importants. C'est la première fois dans l'histoire de la révolution industrielle où on a eu besoin de capitaux en très grande quantité. Et à ce moment-là, on avait les banquiers
qui avait prêté de l'argent à tour de bras à Napoléon pour ses guerres multiples et variées, et qui s'était enrichi sur le dos de l'État français et des guerres françaises, qui s'était considérablement enrichi. Et ces banquiers-là, entre autres, pas que eux, bien sûr, mais entre autres, ces banquiers-là ont apporté les fonds pour construire les premières aciéries, les premiers chemins de fer, les premiers wagons, les premières locomotives. Et c'est à ce moment-là, pour la première fois dans l'histoire, qu'est apparue la notion de salariat. Puisqu'à ce moment-là, ces patrons d'industrie se sont, pour la première fois dans l'histoire, arrogés le droit de recevoir, eux et eux seuls, 100% des bénéfices de l'industrie. Alors qu'auparavant, sous l'Ancien Régime, les bénéfices étaient naturellement partagés entre toutes les parties prenantes à un artisanat, chez un ferronnier, chez un maçon. Tout le monde participait à due mesure de son activité. Tout le monde participait directement aux bénéfices. Et là, c'est la première fois dans l'histoire. Donc, c'est une rupture historique, les années 20-30, 1820-1830. Une rupture historique où, pour la première fois, les détenteurs de capitaux se sont arrogés le droit de recueillir 100% des bénéfices. En contrepartie de quoi? Ils rémunéraient, à travers ce qu'on a nommé un salaire, les personnes qui, chaque jour, fabriquent eux-mêmes le succès dans l'entreprise, au résultat desquels, pourtant, ils ne participaient pas. Tant et si bien que De Gaulle, lorsqu'il parlait du salariat, dans une interview donnée à Michel Droit en 1969, juste avant le référendum d'avril, De Gaulle n'hésitait pas à parler d'aliénation. De Gaulle, que l'on juge, nous, comme étant que l'on juge à tort, comme étant une sorte de conservateur, une sorte de gentil papy conservateur, c'est comme ça que les Français le voient aujourd'hui. Mais ce n'est pas ça du tout. De Gaulle était en fait, j'ai envie de le dire de manière humoristique, un dangereux révolutionnaire. Dangereux pas pour nous, hein. Dangereux pour l'oligarchie. Et c'est pour ça qu'il a trébuché en avril 69. Mais on reviendra là-dessus tout à l'heure. Donc, De Gaulle nommait cette situation des salariés, il nommait ça, il l'a qualifié de situation d'aliénation. Et je reprends juste une phrase, et après je vais revenir sur la révolution industrielle. De Gaulle, en 1946, lors d'une réunion du CNR, il disait « Nous ne considérons pas que le salariat, c'est-à-dire l'emploi d'un homme par un autre homme, doivent être la base définitive de l'économie française. » Donc ça veut bien dire que cet état de fait, né en 1820, qui a donné ensuite, qui a servi de modèle à toute l'économie libérale que l'on connaît depuis lors, ce modèle du salariat versus les actionnaires, n'était pas accepté par De Gaulle. Et on sait très bien que la situation de de la classe ouvrière à l'époque, donc c'est la naissance du prolétariat, c'est la naissance du salariat et de la classe ouvrière à ce moment-là. On sait très bien, parce que Zola, dans Germinal, l'a écrit en long, en large et en travers, et là aussi, comme Michelet, on l'a tous eu sur nos bancs d'écoliers, on sait très bien que la classe ouvrière vivait dans une situation déplorable à l'époque. Elle vivait dans une situation de misère absolue, étant payée 3 francs 6 sous, au lance-pierre, comme on dirait aujourd'hui, mais aussi étant corvéable à merci, avec une insécurité totale au travail, une absence totale de droits, juste le droit de s'épuiser à la tâche et de se taire. Et donc, cette situation de la classe ouvrière, qui était surtout prégnante en France et en Allemagne, c'est en France et en France et en Angleterre, mais c'est en France et en Angleterre qu'est née la révolution industrielle, a posé question. Et c'est ça ce qu'on nomme la fameuse question sociale. Parce que cette situation-là de disparité entre les actionnaires d'une part et la classe ouvrière d'autre part a généré un malaise social dans les élites, dans le monde littéraire, dans le monde intellectuel, dans le monde politique. Et donc, ça a généré ce qu'on nomme la question sociale. Et cette question sociale a traversé les âges, jusqu'en 1990, chute du mur de Berlin. Pourquoi? Parce qu'elle a fondé le schisme gauche-droite. La gauche qui disait, ma foi, distribuons du pouvoir d'achat aux salariés, comme ça fera fonctionner l'économie par la consommation. Et la droite qui disait, ben non, privilégions l'efficacité économique, mais par la théorie du ruissellement,
dont on sait maintenant depuis longtemps que c'était un mensonge avéré, par la théorie du ruissellement, tout le monde profitera de l'enrichissement des plus riches. D'accord ? Mais le monde entier comment dirais-je, s'est battu ou a débattu sur ce schisme gauche-droite fondé sur la question sociale. La notion de gauche et la notion de droite, même si elles ne sont pas nées de là, elles sont nées de la Convention, on le sait, mais se sont entretenues sur cela. Je rappelle que le monde entier était divisé entre le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest, entre un monde libéral, le côté européen anglo-saxon, et un monde communiste qui était le bloc de l'Est, avec tous les deux leurs satellites, en Amérique du Sud, en Afrique, en Asie, tous les pays, qu'ils soient d'obédience libérale ou d'obédience communiste, avaient leurs satellites. Donc le monde entier était divisé en deux à ce moment-là, sur cette question sociale et sur la façon de régler ça. Et ce n'est pas parce que le mur de Berlin est tombé en 90 que cette question est réglée, du tout. Tu vois ? Et donc à ce moment-là, excuse-moi, tu voulais dire quelque chose, Lise ? Non, non, t'inquiète pas, j'allais juste rebondir sur, effectivement, la question sociale n'était pas réglée du tout. Jamais. Elle n'est toujours pas réglée. C'est ça. C'est une certitude. Ouais, ouais. C'est ça, exactement. Et alors, ce qui s'est passé, c'est que, comment dirais-je, à partir donc des années 1840, 1850, il y a eu des propositions politiques qui ont émergé pour répondre à cette question sociale. Tu sais évidemment qu'il y a eu la proposition anarchiste, il y a eu la proposition marxiste-léniniste, il y a eu la proposition socialiste, qui est une sorte de communisme dégradé ou un communisme qui s'est arrêté dans une étape intermédiaire. Bon, bref, il y a eu différentes solutions qui ont été proposées. On sait que l'expérience anarchiste n'a jamais été expérimentée nulle part. On sait que l'expérience communiste a été expérimentée dans le bloc de l'Est jusque dans les années 90. On a su ce que ça a donné. Cependant, la France était à l'époque encore un pays où le pape avait une influence, où le pape avait une parole et où on l'écoutait. Et le pape Léon XIII, en 1894 ou 15, quelque chose comme ça, il faudrait que je vérifie, 1894 ou 1895, le pape Léon XIII a édité une encyclique qui s'intitule Rerum Novarum. Et dans cette encyclique, le pape Léon XIII prend position en faveur d'une proposition qui s'appelle, qu'on a nommée par la suite, la participation. Et quelle est la paternité de cette proposition ? La paternité, c'est le comte de Chambord, dernier du nom, et Proudhon, le philosophe. Ce sont deux personnages qui se sont dit, ma foi, pourquoi est-ce qu'on ne partagerait pas tout simplement à la fois le pouvoir de décision et la capacité et les bénéfices, donc à la fois le pouvoir de décision en entreprise et les bénéfices, pourquoi est-ce qu'on ne le partagerait pas tout simplement entre les détenteurs de capitaux et les collaborateurs, à parts égales? Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas ça, tout simplement? Pas besoin de faire une révolution haineuse contre les riches ou ceci ou cela. Pas besoin de tuer la moitié de la planète pour y arriver. Et donc le pape, Léon XIII, s'est prononcé en faveur de cette solution qu'on nomme la participation. Et c'est là qu'on va faire le lien avec De Gaulle, parce que De Gaulle est comment dirais-je, est issu d'une famille lilloise, comme tu le sais, chrétienne, très croyante. Il a lu Maurras, il a lu Barès, il est imprégné de ce qu'on nomme le christianisme social. La notion même de christianisme social est née de cette proposition de la participation en entreprise. Et c'est l'idée, au fond, qu'un chrétien, quel qu'il soit, ne peut se prévaloir de vouloir cheminer vers Dieu ou se rapprocher de Dieu si d'abord il ne se préoccupe pas de son prochain, si d'abord il n'est pas animé du souci sincère du bien-être de son prochain, ce qui est le contraire de l'accaparement permanent vers lequel conduit l'idéologie libérale. C'est l'exact opposé. D'accord ? Donc De Gaulle était très, très imprégné de ce christianisme social et de cette idée-là. Il a baigné là-dedans depuis sa tendre enfance, c'était un catholique fervent, et c'est quelqu'un De Gaulle est également animé d'un certain mépris pour l'argent.
Il a un mépris pour l'argent et un grand mépris pour ceux dont l'argent enfle l'ego, pour ces personnes qui se croient être quelqu'un parce qu'elles ont quelque chose, comme diraient certains, tu vois, pour ces personnes qui se croient être quelqu'un parce qu'elles ont quelque chose. Donc De Gaulle avait un fort mépris, notamment pour la bourgeoisie, qu'il n'avait de cesse de tancer et de vilipender, en disant que c'était une classe qui n'avait pas cessé de trahir la France. Tiens, d'ailleurs, je vais essayer, pendant que je te parle, je vais te retrouver une citation de Gaulle sur ce sujet-là qui est extrêmement intéressante. Donc, De Gaulle est né dans ce contexte-là. Attends, je te demande juste 2 secondes. On va faire une pause. Il faut que je te lise. Voilà. Une citation de Gaulle. De Gaulle dit: la Révolution française n'a pas appelé au pouvoir le peuple français, mais cette classe artificielle qu'est la bourgeoisie, cette classe qui s'est de plus en plus abattardie jusqu'à devenir traîtresse à son propre pays. Je pense que là, on est en plein milieu du sujet, non? Tu ne crois pas? Qu'est-ce que tu en penses? Ah non, mais complètement. Après, moi, je suis pas, comment dire? Je reste, en retrait par rapport à De Gaulle parce qu'il y a des choses, notamment et d'ailleurs qui sont apparues dans les commentaires aussi. Il a fait des choses qui ne sont pas saluées par, le plus grand nombre, notamment de réintroduire la franc-maçonnerie. Enfin, voilà, il a aussi, été malheureusement sous le joug des États-Unis et de Non, tout, mais il a essayé le de s'en défaire. système. Non, il a essayé de s'en défaire. Il a essayé, ouais, ouais, mais je veux dire, il a été quand même pris. Enfin voilà, il y a plusieurs choses quand même qui sont, comment je pourrais dire? Questionnantes ou enfin en tout Oui, cas oui, voilà, il faut pouvoir prendre du recul par bien rapport sûr. à tout ça. Mais moi, ce que je trouvais intéressant dans ton intervention la dernière fois justement, c'était sur la participation que je Mmh. ne connaissais absolument pas de Mmh. Gaulle et que tu développes Il est bien. bah, tu viens de commencer avec, le pape, aussi, qui avait Mmh. pris position pour la participation. Parce que Tout je à fait. trouve ça hyper intéressant, notamment sur la question sociale que nous tentons encore et moi en tant que travailleur social, je tente encore de la résoudre et peut-être qu'il y aurait, une once de solution là dans ça. Tout à fait. Oui, tout à fait. Attends, je regarde juste, il y a un commentaire qui dit, ah, je l'ai raté. Tu es un menteur, je sais pas quoi. Bon, bref, j'arrive pas avec toi. Escroc, menteur, agressif. Il parle de qui, ce monsieur? Non, mais en Depuis- fait, il s'invective, je crois que les gens, il y a beaucoup là, c'est pour ça que des fois j'ai du mal je vois les commentaires en passant, ils Mmh. s'invectivent tout seuls, ils Ah, parlent de d'accord, religion aussi, entre eux. Je sais d'accord. pas, j'ai pas le temps de Donc, tout suivre, mais des oui. fois, Donc, écoutez plutôt. C'est juste plus pour revenir sur intéressant De que les Gaulle, je ne suis pas en train de dire qu'il n'a jamais fait d'erreur. La maçonnerie, oui, effectivement, même si je ne connais pas les détails. Sous le joug américain, non, ça, on peut pas dire ça parce que De Gaulle est la seule parenthèse de résistance à l'envahisseur américain depuis 1945. Donc, c'est la seule parenthèse de résistance. Il nous a fait sortir du commandement intégré de l'ONU en 1966 et il a subi plusieurs tentatives d'assassinat qui, très probablement, certaines d'entre elles étaient in fine commandées par les États-Unis. Les États-Unis n'avaient de pire ennemi que lui, ça c'est une certitude. Et d'autre part, il est fort possible aussi que mai 68 ait été financé via les trotskistes par la CIA, beaucoup de choses qui militent en ce sens. Pour revenir sur la participation, donc on a un De Gaulle qui est très imprégné de cette idée du christianisme social euh, et qui récupère la France en 1958 et qui a cette idée en ligne de mire. Donc, De Gaulle a un vrai mépris pour l'argent, un vrai mépris pour les puissances de l'argent, un vrai mépris pour l'attitude bourgeoise, c'est-à-dire pas la bourgeoisie en tant que telle, mais l'attitude bourgeoise, c'est-à-dire des gens qui se prévalent d'être quelqu'un parce qu'ils ont quelque chose. Et ça, c'est quelque chose qui l'irritait au plus fort. Donc, De Gaulle récupère la France en 68, mais il sait que s'il met en place la participation en entreprise, ça va être une révolution. Il va avoir le monde entier contre lui. Il faut juste imaginer ce que c'est la participation. Je vais juste faire un focus là-dessus maintenant, avant de développer ce qui s'est passé. La participation, c'est donc l'idée qui consiste à passer d'une situation dans laquelle aujourd'hui les détenteurs 100% des détenteurs du capital en entreprise
détiennent 100% du pouvoir de décision. C'est-à-dire, par exemple, si on est dans un conseil d'administration, ben, le conseil d'administration, ce sont les détenteurs de capitaux qui votent. D'accord ? Donc ça, c'est la situation actuelle. Ça veut dire que les salariés, eux, qu'ils contribuent un peu, beaucoup, passionnément à la folie ou pas du tout au succès de l'entreprise, ne toucheront jamais rien d'autre que leur salaire. Je ne parle bien évidemment pas, vous allez me dire, il y a certains esprits chagrins qui peuvent me dire, qui peuvent répondre oui, mais il y a déjà la participation en France. Certes, il y a des lois qui sur la participation qui ont été prises il y a quelques décennies, mais le quantum, les proportions sont tellement homéopathiques que ça débouche juste sur des distributions de miettes. Mais en aucun cas, ça renverse la table du système. Et c'est Parce ça, que et puis la participation, c'est un système beaucoup plus égalitaire au lieu de pyramidal, effectivement. c'est ça, parce que Plus... l'idée, c'est de renverser la table. L'idée, c'est de renverser la table sur le pouvoir que confère l'argent. Parce qu'aujourd'hui, quand on réfléchit, quand on se demande au fond pourquoi les détenteurs du capital détiendraient 100% du pouvoir de décision en entreprise, ben, à part le fait de répondre parce que, il n'y a pas de réponse fondée. Il n'y a pas de réponse fondée, il n'y en a pas. On n'en trouve pas. C'est juste l'idéologie libérale qui pratiquait depuis les années 1830 a instauré ça dans la pratique. Rien d'autre. Il n'y a pas d'autre raison. Donc, pour revenir là-dessus, la participation, c'est passé de cette situation, donc 100% du pouvoir de décision détenu par 100% des détenteurs de capitaux, à une situation dans laquelle, eh bien, ma foi, les détenteurs de capitaux ne détiendraient, donc les capitalistes, comme on dit, hein, ça fait un peu communiste de dire ça, mais les détenteurs de capitaux ou capitalistes ne détiendraient que 50% du pouvoir de décision en entreprise, les autres 50% étant dévolus à tous les collaborateurs, de l'ingénieur à la femme de ménage qui nettoie les sanitaires le soir à 20h. Ça ne change rien. Et ça veut dire, et comme le disait De Gaulle, il faudra à ce moment-là que tous ces acteurs-là conçoivent ensemble de piloter leur entreprise d'une manière digne et féconde. De Gaulle parlait d'association digne et féconde, d'association digne et féconde du capital et du travail. Ça veut dire que dans une petite entreprise, ils vont discuter tous entre eux, mais dans une grande entreprise, ils vont chacun nommer des délégués avec un mandat pour négocier sur la politique de l'entreprise, sur la politique commerciale, la politique salariale, et toutes ces choses-là. Donc, ça veut dire que immédiatement, les actionnaires d'une entreprise seront aussi leurs salariés. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de salariés. Il n'y aura que des actionnaires en réalité. Et ça veut dire que la femme de ménage, comme l'ingénieur sorti de Polytechnique, ils auront leur part de dividendes de la boîte à la fin de l'année. Et ça veut dire qu'ils vont être autrement impliqués dans l'entreprise. Ils ne vont plus aller le matin au boulot, comme ça a déjà dû être le cas pour certains nombres d'entre nous, avec le moral dans les chaussettes, à se dire pas envie, quoi. Et à se dire, ma foi, que je me donne du mal ou que je ne bosse pas ou peu ou bien ou mal, ça ne va rien changer. J'aurai toutes les fins de mois ma paye qui sera la même. Donc, la motivation à faire bien, à faire mieux, à faire plus, à faire du qualitatif, à s'impliquer dans le boulot, va être complètement différente. Mais ça veut dire aussi et surtout que le rôle de chacun dans la société, la fierté que les gens pourront retirer de leur travail, l'image qu'ils auront d'eux-mêmes, ne sera plus la même. Ce sera plus celle d'un subalterne corvéable à merci et qu'on peut jeter du jour au lendemain en respectant les délais de prévenance. Ça n'a rien à voir. Donc c'est un bouleversement social complet. Et c'est surtout la fin de l'argent tout-puissant. C'est la fin du diktat de l'argent. L'argent qui donne le pouvoir d'eux, c'est fini. Donc ce qui s'est passé là, c'est que De Gaulle avait en tête. Donc on pourra faire un jour, si tu veux, une vidéo plus complète, parce que je ne veux pas non plus être trop long, parce qu'on va lasser les auditeurs, mais on pourra, si tu veux, faire une vidéo complète un jour, ensemble, sur l'effet domino de la participation. C'est un effet domino considérable. Ça tue dans l'œuf l'économie financière, l'économie boursière. Volontiers, parce que effectivement, on n'aura pas le temps malheureusement, mais en fait, l'Occident entier s'est ligué contre De Gaulle.
Pompidou, évidemment, est arrivé. Et en fait, tu dis même que c'était un des prémices, en tout cas, de la révolution dite révolution de mai 68, en fait. Exactement. Alors, je te disais juste à l'instant que si tu veux, sur l'effet domino de la participation, on pourra faire une vidéo un jour parce que ça tue l'économie financière, ça tue il n'y aura plus de licenciements boursiers, ça tue la capacité d'influence politique des grands groupes financiers. Bref, ça tue, enlève tout un tas de choses qui font notre malheur aujourd'hui. Il faudra vraiment faire une vidéo dédiée à cela. Pour revenir sur la genèse, effectivement, comme tu le dis, de la participation. Donc, De Gaulle a d'abord voulu renforcer la France, parce qu'il se doutait bien qu'il n'allait pas pouvoir faire passer une telle loi si la France n'était pas solide sur ses fondations. Il a récupéré une France en 1958 qui était très fragilisée. Et il n'a eu de cesse que de la renforcer sur un plan économique, sur un plan politique, sur un plan diplomatique, de manière à ce que, une fois la France, entre guillemets, inattaquable, qu'il puisse faire passer cette loi. Parce qu'imagine cette loi, dans le monde occidental, ça aurait été une vraie révolution à l'époque, une vraie révolution. Le monde occidental tout entier était dévolu à la pensée libérale et au diktat de l'argent, à cette logique capitaliste. 100% des droits de vote appartient aux détenteurs des capitaux. Et la France, à l'époque, était un pays que tout le monde regardait, un pays qui était suivi à la loupe. Les moindres soupirs de la France étaient épiés aux quatre coins du monde, parce que c'était la France, parce que c'était De Gaulle. Donc, une telle loi, si elle avait été votée, aurait fait un séisme, parce que tous les pays, toutes les populations de tous les pays auraient dit, ben nous, on veut pareil. Mais sauf que l'oligarchie n'aurait pas été d'accord. Donc, De Gaulle, une fois de plus, aurait été l'objet des attaques de l'oligarchie atlantiste, entre autres, comme il a été pendant tout son exercice. D'accord ? Donc, il a d'abord voulu cela. Donc, il a consacré des années à renforcer la France, de manière à ce qu'elle ne puisse pas être déstabilisée. Il a subi mai 68, qui était une attaque des États-Unis, très probablement. C'est assez documenté, même quand je dis probablement, je suis peut-être trop prudent. Il a subi mai 68. Après ça, il a dissolu l'Assemblée nationale. Il a retrouvé la majorité à l'Assemblée nationale. Et en avril 69, il avait dans l'idée de faire justement, la fin de son mandat approchant, il avait l'idée de faire passer la participation, de faire passer cette loi. Il a dit de manière très claire, dans des vidéos que je te mettrai en lien, dans des interviews, il en parle de manière très claire. Je vais te lire deux, trois choses. Tu permets que je te lise quelques citations ? Alors, bien sûr, pardon, mon micro ne se rallumait pas. Je te disais oui, bien sûr. Alors, si tu veux, déjà, en 1943, à Alger, pour montrer à quel point l'idée est ancienne chez De Gaulle. Le 3 novembre 1943, à Alger, De Gaulle disait « La France veut que cesse un régime économique dans lequel les grandes sources de la richesse nationale échappent à la nation, où la conduite des entreprises excluait la participation des entreprises, des organisations de travailleurs et de techniciens dont cependant elles dépendaient. » En 1947, il dit « La solution humaine française pratique est dans l'association digne et féconde de ceux qui apportent leur travail et de ceux qui apportent leurs capitaux. » L'association digne, humaine et féconde de ceux qui apportent leur travail et de ceux qui apportent leurs capitaux. J'ai une autre citation de De Gaulle qui est très intéressante, où il parle du malaise social, tu sais, de cette question sociale qu'on évoquait tout à l'heure. Il dit « Ni le système capitaliste, ni le système communiste ne sont satisfaisants du point de vue de l'homme. » Il poursuit « Et voilà la lutte des classes. Elle est partout, aux ateliers, aux champs, aux bureaux, dans la rue, au fond des yeux et des âmes, car c'est bien la question sociale, toujours posée, jamais résolue, qui est à l'origine des grandes secousses subies. » C'est énorme. C'est énorme. Et il se trouve qu'en 1969, quelques jours avant le référendum d'avril, il dit à Michel Droit dans une interview, il lui dit « Voilà quelle doit être la grande réforme de ce siècle. Ce qui est en cause, c'est la condition de l'homme, tandis que tout doit être fait pour que la France marche en avant dans l'ordre et la prospérité. Ce qui s'impose au total, c'est la participation. » Clair et net. Et deux jours avant le référendum, De Gaulle dit
Votre réponse va engager le destin de la France parce que la réforme fait partie intégrante de la participation qu'exige désormais l'équilibre de la société moderne. Donc c'est clair et net. Le référendum, en fait, qui portait, comme tu le sais, sur la réforme du Sénat et la création des régions, c'était un prétexte. Parce que De Gaulle était en fait un légitimiste. Il voulait juste vérifier que la population française était toujours avec lui pour faire un tel bouleversement. Mais il ne voulait pas soumettre la question de la participation au référendum. Il ne voulait pas prendre ce risque. Il voulait soumettre d'autres questions plus secondaires, comme celles qu'il a posées, les 2 questions qu'il a posées. Puis ensuite, tirant profit de sa légitimité reconfirmée, passer la participation tout de suite après le référendum. Il a pris un risque énorme puisqu'il s'était engagé, De Gaulle s'était engagé à quitter le pouvoir si jamais il perdait le référendum. Et c'est là que le bas blesse. Tout a été fait pour qu'il le perde. Tout. Absolument tout. On a eu à ce moment-là une levée de bouclier colossale. Et ce qui est vraiment incroyable, c'est que De la gauche, notamment, tu disais. exactement, la gauche tant que la droite. Alors, la droite, on peut s'y attendre. La droite des petits patrons, comme le CNPF des grandes industries françaises, effectivement, ils étaient soutenus par le président du Sénat, Alain Poher, qui ne voulait pas que sa chambre soit dégradée, qui était le 3e personnage de l'État à l'époque, qui est toujours aujourd'hui. Il a été soutenu par Valéry Giscard d'Estaing, qui était le fer de lance de la droite atlantiste, donc pro-américaine et libérale. Il était lâché par Pompidou, qui à demi-mot, qui était son Premier ministre, qui à demi-mot disait que, ma foi, De Gaulle commençait à dérailler et que, ma foi, tout cela n'avait pas beaucoup de sens. Donc, il a été l'ensemble l'ensemble des médias de droite, les radios, la presse à l'époque, le Figaro, était vent debout contre cette idée et a appelé à voter non au référendum pour que De Gaulle ne puisse pas le faire voter après un référendum gagné. Pour que De Gaulle ne puisse pas faire voter la participation après un référendum gagné. Mais là où on s'y attend le moins, c'est qu'effectivement, la gauche était vent debout contre aussi. Mais pourquoi? Parce qu'en réglant la question sociale définitivement, il vide le fonds de commerce de la gauche. Il vide les syndicats de leur raison d'exister. Il vide les partis politiques de gauche de leur raison d'exister. Parce que les partis politiques de gauche étaient dans la posture, je dis bien dans la posture à l'époque, hein, c'est encore pire aujourd'hui, étaient dans la posture de la défense des petites gens, des classes sociales défavorisées, etc. etc. Eh bien, figure-toi qu'au lieu d'accepter cette proposition qui règle tout en un coup de cuillère, eh bien, Mitterrand a dit que c'était un gadget et la CGT nous a dit que c'était une supercherie. Donc, on a eu la gauche comme la droite qui ont dit qui ont fait une levée de bouclier totale pour que De Gaulle soit mis en échec au référendum. Donc, également, les journaux, le centre droit, comme Le Canuet à l'époque, Servan-Schreiber qui tenait le journal L'Express, l'hebdomadaire L'Express, toute la gauche et toute la droite, même le centre droit, le centre gauche, étaient contre. En fait, il n'y a eu que les gaullistes, que le parti gaulliste, pour appeler à voter oui. Même les communistes ont appelé à voter non. Donc, au bout du compte, on s'est retrouvé avec un De Gaulle qui a perdu le référendum avec 52,4% de non et qui n'a jamais été en capacité de faire passer cette loi qui était conçue pour être le point d'orgue, le sommet, le pinacle de sa carrière, qui était l'intention initiale qu'il nourrissait depuis 1943 à Alger, où pour la première fois il a dit que le salariat n'était pas une solution acceptable pour l'économie française. Donc c'était une intention de très longue date. Et tout son parcours politique était habité de cette intention. Il attendait le bon moment et il a été fauché par la double trahison vis-à-vis du peuple français et de la gauche et de la droite des possédants. Et il a eu ce mot extraordinaire, De Gaulle, c'est du De Gaulle à 300%. De Gaulle a dit, un peu amer, on peut le comprendre, les possédants sont possédés par leur possession.
Je trouve ça énorme. Les possédants sont possédés par leur possession. Tu sais, quand tu es possédé par quelque chose, cette chose a tout pouvoir sur toi. Cette chose a tout pouvoir sur toi et c'est cette chose qui comment dirais-je, te dicte ton comportement, tes pensées, tes actions, tes agissements. D'accord? Quand tu es possédé par une chose. Eh bien, De Gaulle nous dit dans cette phrase que les possédants sont possédés par leur possession. Je t'invite juste à imaginer la dimension, j'allais dire philosophique, mais c'est même plus que Ah oui, oui, philosophique. oui, oui. C'est quasiment spirituel. Ah oui, oui, c'est La les 2 à la dimension fois. spirituelle, Ouais, ouais. comment? C'est les 2 à la fois. Ouais, ouais. C'est énorme. La dimension spirituelle de cette phrase, où De Gaulle regrette le pouvoir de la matière sur les individus. Il regrette que les individus soient totalement possédés par ce qu'ils possèdent et soient incapables de faire le distinguo. Eh bien, on en est toujours là aujourd'hui, c'est même pire. On est toujours là, et c'est même pire. Et c'est ça, mis bout à bout, qui nous a conduit à la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Donc la participation, ce n'est pas juste une option, ce n'est pas juste une possibilité comme ça, ce n'est pas juste une possibilité politique. Sur un plan sociétal et économique, c'est la solution. La solution. C'est en une loi, on règle 1000 choses et on vide de sa substance le pouvoir de nuisance et le pouvoir d'influence du capital et de l'oligarchie sur toute chose. Et on met un terme à l'asservissement de la condition du salariat. C'est juste colossal. Merci pour tout ça. On a déjà dépassé l'horaire et Ah, et c'est alors, dommage. Il zut. va falloir qu'on refasse, et ouais, qu'on refasse une émission pour développer tout ça. Est-ce que tu aurais quelques pistes de solutions quand même? Alors toi, tu es évidemment souverainiste, comme moi d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il faudrait faire là dans l'immédiat déjà si tu étais, alors j'aime pas dire pouvoir parce que j'aime pas ce mot. Si tu étais en tout cas, à la tête peut-être d'un mouvement, souverainiste ou je sais pas comment on peut l'appeler. Qu'est-ce que tu envisagerais, en plus de la participation évidemment, mais, d'office là, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Est-ce qu'il faudrait rester dans l'Union européenne? Est-ce qu'il faudrait encore faire partie de l'OTAN? Est-ce qu'il faudrait participer à l'OMS? Je fais exprès de te poser toutes ces questions parce que nous avons eu, voilà, une bonne démonstration il y a pas longtemps, en réel de la compréhension des choses et visiblement nous n'en sommes pas encore à la même, au même degré d'éveil, en tout cas tout le monde. Donc qu'est-ce que selon toi il faudrait faire là, Écoute, immédiatement? je pense que un pays qui est attaché avec des tas de chaînes, comme c'est le cas, il faut d'abord identifier les chaînes qui nous attachent. La souveraineté, c'est être libre, libre de ses choix, libre de ses mouvements. La souveraineté, c'est la capacité pour les Français à décider eux-mêmes librement de leur destin en tout instant pour toute chose. D'accord? Aujourd'hui, ce n'est plus possible, on est phagocyté de partout. On est attaché au cou, on est attaché aux bras, aux oreilles, à la gorge, aux chevilles, aux pieds, partout. C'est Gulliver, quoi, vous voyez, tu vois. Donc, il faut d'abord identifier les 5 chaînes qui nous lient. 5. Pas beaucoup, 5. Qu'est-ce qui nous lie? L'Union européenne, l'euro, l'OTAN, l'OMS, la CEDH. Aujourd'hui, si on veut réfléchir à un mouvement qui pourrait demain récupérer la France dans l'état où l'oligarchie nous la laissera, après que celle-ci se soit effondrée. La première chose, c'est de se mettre tous d'accord sur ces 5 points clés. Sortir de l'UE, sortir de l'euro, sortir de l'OTAN, sortir de l'OMS, sortir de la CEDH. Et à partir de... Sans cela, on ne peut rien faire. Rien. On sera toujours phagocyté. Ce que je dis là, ce n'est même pas un programme politique. C'est une intro. Ce n'est même pas une intro. C'est un apéritif. C'est le titre du livre. C'est le titre du livre. Il n'y a rien d'ambitieux là-dedans. C'est le b.a.-ba. Sans ça, ça ne vaut même pas la peine de discuter. Ensuite, bien évidemment, il faut réfléchir à de nouveaux modes d'exercice de la politique en France, et notamment mettre un terme définitif à la représentativité telle qu'elle est exercée depuis trop longtemps, qui est une escroquerie. En réalité, les gens qui nous représentent
soi-disant, ne nous représentent pas nous, ils ne représentent que ceux qui les mettent là où ils sont. Ce n'est pas nous en réalité. Ils représentent l'oligarchie, ils représentent une doxa. Et ce sont des gens qui ne sont plus du tout animés par la recherche du bien commun. La recherche du bien commun a été morte et enterrée depuis des décennies. Il faut avoir pour fil rouge, comme fil d'Ariane plutôt que fil rouge, la recherche du bien commun. Il faut rétablir la recherche du bien commun en toute chose. Si la recherche du bien commun est notre fil d'Ariane sur tous les sujets, ça va aller beaucoup mieux. D'accord ? Un des sujets notamment, c'est bien entendu, donc ce que je viens de dire, mettre fin à la représentativité telle qu'elle nous est vendue depuis des décennies, depuis des siècles, et qui est un mensonge et une escroquerie, qui est une usurpation du pouvoir. Repenser des institutions complètement différentes, et sur ma chaîne, je vais avancer sur ces sujets-là. Et bien évidemment, entre autres, mise en place de la participation, avec concomitamment une réforme de la monnaie. Parce que tout cela va ensemble. La monnaie a changé de nature. Là aussi, on pourra faire un jour, si tu veux, Lise, une vidéo là-dessus. La monnaie a changé de nature au moment où on lui adjoint des taux d'intérêt. Avant qu'on lui adjoigne des taux d'intérêt, la monnaie était un outil neutre d'échange de biens. Dès lors qu'on lui a adjoint des taux d'intérêt et qu'on a lié ces taux d'intérêt au temps qui passe, la monnaie est devenue une marchandise. Le problème d'une marchandise, c'est comme pour le grain. On peut se l'accaparer, on peut en faire un outil de domination, on peut en faire un outil de destruction, on peut en faire un outil d'accaparement. On voit bien aujourd'hui, les grandes firmes mondiales s'accaparent nos richesses, nos sous-sols, s'accaparent les produits naturels, s'accaparent tous les domaines de production liés au vivant, labellisent le vivant. Enfin, c'est complètement dingue. On est dans une marchandisation plus qu'à outrance, qui devient obscène. Donc, l'idée aussi, c'est de mettre en place la participation concomitamment avec une réforme de la monnaie pour que la monnaie retrouve son sens profond. Et puis, il y a un grand changement sociétal, mais celui-ci, ce sera le moins facile. Rétablir la promotion des belles valeurs. Mettre un terme à la promotion du laid, de l'infâme, de l'absurde, du moche, du grotesque. Rétablir la promotion du beau, du bon, du vrai, du généreux. Rétablir la promotion de la recherche du bien commun. Promouvoir les belles valeurs, les bons comportements. Promouvoir la vertu plutôt que promouvoir le vice. Voilà. Ça, sont des lignes de force mais que je vais explorer petit à petit modestement dans ma petite chaîne YouTube, en proposant quelques pistes dans ce sens-là. Merci beaucoup, merci infiniment Nicolas. C'était vraiment passionnant, j'ai pas vu le temps passer, mais je crois que Eric m'a pas encore rappelé à l'ordre, mais nous avons dépassé le temps, bien comme il faut. Alors les commentaires, évidemment, c'était pas contre toi, ils s'invectivaient, les uns entre les autres, donc Mais c'était pas pourquoi du est-ce qu'ils font tout, ça plutôt que d'écouter ton émission? C'est une bonne C'est une question question. bête, hein. Et c'est Une question dommage, bête que mais je pose, hein. souvent, c'est tu sais, voilà, de répondre, pour répondre et bon, c'est un peu dommage. J'espère qu'ils réécouteront en replay et de toute façon, on se retrouvera, Nicolas, pour faire d'autres vidéos. Je vous rappelle sa chaîne Comprendre pour agir. Je l'ai mise en commentaire plusieurs fois, donc n'hésitez pas à aller voir ce qu'il fait, à aller liker ses vidéos, vous abonner parce qu'il va en faire d'autres, Nicolas. Et puis, si tu veux bien, on se reprogrammera effectivement, une soirée, tous les 2 et c'est vrai qu'en 1 heure, c'est un peu juste voilà, on n'a pas parlé de franc-maçonnerie, on n'a pas parlé de tous ces sujets-là non plus, qui sont aussi, qui font partie de tes combats et voilà, donc on se refera ça avec plaisir si tu veux bien, Nicolas. Avec plaisir. On a plein de sujets à évoquer ensemble, Ouais. puisqu'évidemment, je ne me cantonne pas à ce qu'on a évoqué ce soir. Je vais sortir dans quelques jours, le temps que mon fils fasse le montage, une vidéo sur comment dirais-je, l'effet domino de la participation, où je vais rentrer un peu plus dans le détail de ce que ça signifie. Parce que
d'y penser comme ça, on n'imagine pas à quel point ça va loin et à quel point ça renverse la table en toute chose. Et chaque Français, il trouvera un intérêt immédiat. Ça va bouleverser la participation, je suis clair, va bouleverser le quotidien de chaque Français, réellement. Et il n'y a pas besoin de faire la guerre aux riches pour ça, ou de vouloir interdire la richesse, ou ceci, ou cela, ou de fustiger d'impôts sur machin. Il n'y a pas besoin de tout ça. Pas besoin. C'est simple. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci à tous de nous avoir écoutés. J'espère que vous Ouais. n'êtes pas endormis. Non, bah, non, 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 visiblement, ils ne dorment pas. Non, non, au On contraire. a combien de personnes qui nous écoutent là? Tu as une Je sais mesure? pas, j'ai pas de vision dessus. Je vois que les D'accord. commentaires, moi. Je sais pas du tout. OK. On est, Merci après, on est Lise. sur plusieurs plateformes, donc je sais pas du tout. Ah! Ouais, En c'est tout cas, c'est merci de m'avoir invité, Lise. Ça m'a fait plaisir de pouvoir parler. Tu as le chic de poser des questions qui génèrent des réponses longues où tu ne m'interromps pas. C'est génial. ouais, c'est le but, c'est que tu puisses Super. parler. Les invités, je les laisse parler généralement, c'est le but, sinon ça sert pas à grand chose, je trouve. Le contraire d'un Ruquier. Tu es l'anti-Ruquier personnalisé. Je je sais pas, ça fait, longtemps que je regarde pas la télé moi, donc je Moi sais aussi, pas. ça fait longtemps que j'en ai plus. Mais j'ai un souvenir de ce bonhomme qui passe son temps à interrompre les gens au bout de 3 mots. Insupportable. Et il y en a aussi sur nos chaînes dites dissidentes, hein, qui sont Ah oui? insupportables. Mais bon, ça c'est un autre, Bah, pardon, c'est un autre débat. Merci beaucoup Nicolas, merci bonne encore soirée, Lise. infiniment. Bonne soirée à Merci. toi aussi, Ciao, merci ciao. À beaucoup. bientôt. Merci à Au toutes revoir. et tous d'avoir été là, d'avoir, commenté, liké, partagé, j'espère aussi, et écouté, hein, surtout ce qui s'est dit. Je vous retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure, pas le même personnage, mais nous restons dans le même thème. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Ciao, ciao.